Bienvenue à ce webinaire qui vous présentera comment vos consommations énergétiques peuvent être optimisées grâce au monitoring et à l'analyse de données. Ce webinaire est organisé par le projet Impawatt en collaboration avec l'Agence de l'énergie. J'aimerais commencer par rapidement vous présenter le projet européen Impawatt. Ce projet est une plateforme gratuite qui consiste en une boîte à outils qui vous pouvez utiliser pour vous former vous ou vos collaborateurs à l'efficacité énergétique, à la culture d'énergie ou aux chaînes d'approvisionnement durable, avec l'objectif de lever par la formation les barrières qui empêchent les investissements dans l'efficacité énergétique en industrie. Le cœur de cette plateforme, c'est plus de presque 200 contenus sur différents thèmes. Vous avez des thèmes comme l'hydraulique, les vapeurs, les pompes, les fours, les énergies renouvelables. Vous avez aussi différents types de contenus, descriptifs de mesures, des fiches d'information, des présentations PowerPoint que vous pouvez réutiliser, changer pour former aussi en interne vos collègues. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous sur cette plateforme sur ch.impawatt.com et profitez du contenu, utilisez ce contenu et n'hésitez pas aussi à nous faire un retour si on peut s'améliorer. Voilà, maintenant venons dans le vif du sujet. Je vais commencer par un exemple pour vous montrer l'intérêt de l'analyse de données et du monitoring énergétique. En premier, le monitoring permet de détecter des inefficacités. Par exemple, ce qu'on voit ici dans le graphique, c'est la consommation électrique d'un compresseur de deux compresseurs 15 kW à vitesse fixe durant une journée. Donc là, on voit que ces compresseurs consomment encore plus de la moitié de la puissance la nuit, alors que la consommation, le besoin d'air comprimé est réduit. Donc grâce au monitoring, on peut détecter ce genre d'inefficacité. Une fois qu'on a détecté l'inefficacité, on arrive aux mesures. Donc là, par exemple, la mesure, ce serait de remplacer ce compresseur par un compresseur à vitesse variable. Pour dimensionner le nouveau compresseur, de nouveau, grâce au monitoring, on a une meilleure idée de la consommation ou du besoin réel d'air comprimé, par exemple. Donc, ça nous permettra d'affiner le dimensionnement. De plus, grâce au monitoring, on pourra aussi calculer l'économie d'énergie plus précisément. Par exemple, ici, on va remplacer ces deux compresseurs à 15 kW par un seul compresseur 26 kW avec un variateur de fréquence. Grâce au monitoring, on sera beaucoup plus précis que la démarche classique qui consiste à calculer les économies grâce à la puissance nominale, au nombre d'heures de fonctionnement et le nombre à vide et en fonction. Donc ça, c'est le troisième avantage. Et finalement, une fois que le changement a été fait, le monitoring permet de prouver les économies. Ce qu'on voit ici en orange, c'est la consommation du compresseur après le remplacement. Donc dans ce cas-là, on a environ 100 000 kWh d'économie par année, soit environ 17 000 francs. Donc on a un temps de retour un peu plus élevé qu'une année pour cette mesure grâce au monitoring. Alors, ce ne sont pas seulement des cas isolés. Nous avons généralisé la démarche en faisant un test pilote sur 5 sites. Ce test pilote a été subventionné par l'Office fédéral de l'énergie. On a souvent l'impression que les mesures simples et peu coûteuses, ce qu'on appelle les low-hanging fruits, sont déjà trouvées. Par exemple, arrêter une ventilation la nuit, les choses typiques, les premières mesures qu'on trouve lorsqu'on fait un audit sur un site industriel ou un site commercial. Le monitoring permet d'aller un tout petit peu plus loin, de chercher les low-hanging fruits, comme on les appelle, qui sont un peu cachés derrière le feuillage. Donc l'effort est relativement minime, mais on peut trouver vraiment beaucoup de mesures supplémentaires. C'est ce qu'on a vu grâce à ce test pilote. De plus, ces dernières années, grâce aux avancées technologiques, le coût de ce genre de système de monitoring a drastiquement baissé, notamment grâce aux technologies de transmission sans fil qui permettent d'éviter de tirer des fils sur toute l'usine. Donc, juste pour avoir un ordre de grandeur, pour ce projet pilote, le coût total oscillait entre 10 000 et 15 000 francs avec encore les conseils qui faisaient un peu moins que la moitié de ce montant, qui est de faire justement un plan de comptage, de trouver ces mesures. Je vais revenir plus loin sur ces points-là. Donc, on trouve des potentiels supplémentaires par rapport à l'audit classique. C'est ce qu'on voit avec ce graphique qui est à votre droite. En bleu, c'est les économies qui ont été trouvées grâce à l'audit, un audit standard, sans monitoring, pour une convention d'objectifs. Et en vert, les économies supplémentaires qui ont été trouvées grâce
à ce monitoring instrumenté. Donc on voit que sur les cas, on peut quasiment doubler ces économies d'électricité. Et souvent, ce sont des mesures avec des temps de retour sur investissement vraiment courts. Ça va d'une demi-année à 2-3 ans. Ces mesures sont encore à consolider, pas tous sont complètement faisables, mais ça donne déjà vraiment une bonne idée du potentiel de ce monitoring énergétique. Finalement, en gros, hein, si on prend le big picture, comme on l'appelle, l'analyse de données et le monitoring permet de réduire vos consommations d'énergie, réduire vos émissions de CO2, d'augmenter votre cash, parce que c'est de l'argent que vous allez plus utiliser pour l'énergie. Il y a ce petit infléchissement au début, parce qu'il faut quand même un petit peu investir dans le système, mais souvent le temps de retour est relativement intéressant. Et finalement, ce monitoring, grâce aux baisses des émissions CO2, aux baisses d'énergie, va vous permettre de contribuer à la résolution du problème du réchauffement climatique. À côté de ces aspects énergétiques, il y a aussi des questions plus techniques qui peuvent être résolues grâce à ce monitoring. Par exemple, une meilleure maîtrise des procédés. Typiquement, un moteur, quand il commence à s'user, sa consommation électrique augmente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi monitorer, suivre, mettre des alarmes, ce qui finalement peut augmenter la fiabilité des installations, car on va pouvoir remplacer ce moteur avant qu'il tombe en panne. Voilà, venons dans le vif du sujet. Généralement, des données sont déjà disponibles, comme par exemple ici la consommation électrique et de mazout mensuelle, typiquement. Dans cette partie, je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'il est déjà possible de faire avec des données qui sont généralement déjà disponibles sans installer du matériel supplémentaire. Alors, qu'est-ce que nous avons comme données disponibles? On a la consommation électrique, que ce soit des relevés mensuels, ou aussi les courbes de charge 15 minutes, qui sont souvent disponibles chez les grands consommateurs, qui est à demander à votre fournisseur d'électricité, où vous avez vraiment votre consommation, votre puissance électrique à 15 minutes. Il y a des consommations de mazout, de gaz, qui sont souvent plutôt mensuelles, voire plus élevées, la température extérieure, qui peut être retirée par exemple des stations météo suisses, et des indicateurs de production qui sont relevés à la journée, à la semaine, à mois, ou à l'année, qui sont souvent qui proviennent des sources internes, où vous rentrez par exemple un fichier Excel à la main. Alors je vais vous montrer des exemples de ce qu'on peut faire avec la consommation électrique 15 minutes. Vous voyez ici la consommation, la puissance électrique d'un site horloger sur une année. Donc déjà ici, on voit que la puissance ne passe pas en dessous de 100 kW à part pendant les vacances, et que la puissance de pointe est un peu plus élevée que 300-350 kW. Pour y voir un peu plus clair, on peut essayer de résoudre ces données en fonction des jours de la semaine, par exemple par un graphique, ce qu'on appelle un carpet plot en 2D. Donc là, on voit les jours de la semaine sur l'axe des Y et en X la semaine de l'année. Donc on voit très bien de nouveau cette consommation ruban. Par contre ici on peut très bien voir que cette consommation ruban, elle est plutôt le week-end ou la nuit en début d'année ou en fin d'année. C'est le bleu entre les lignes plutôt jaunes. C'est ce qu'on voit ici par exemple. Voilà. Deuxième constatation, on voit vraiment cette augmentation du besoin de froid l'été, donc une consommation élevée d'électricité tous les jours de la semaine, qui dépasse en plus le week-end, qui est arrêté apparemment à minuit aussi, lorsqu'il fait vraiment chaud. Donc là, éventuellement, on pourrait améliorer le réglage pour qu'à samedi midi, lorsqu'il n'y a plus de production, on arrête déjà ou on diminue, on augmente les consignes de froid, typiquement. Voilà. Une autre représentation que j'aime bien pour essayer d'analyser les consommations électriques d'un site avec la consommation globale, c'est des courbes typiques. Ce que je fais, c'est de regrouper par un algorithme de machine learning les courbes typiques. Ça veut dire quand par exemple on dit à l'algorithme de nous faire 6 groupes de courbes semblables. Donc là on a pris les courbes semblables qui consomment le plus d'électricité sur l'année. Donc on a 36 journées qui ressemblent à ça. En noir vous avez la moyenne de toutes ces courbes et en rouge toutes les courbes qui sont superposées. Cette courbe typique permet vraiment de comprendre un peu plus spécifiquement ce qui se passe derrière, surtout si la consommation est régulière. Pour les sites de production et des consommations très irrégulières, cette représentation est moins utile. Donc la démarche maintenant, c'est qu'on voit par exemple que la nuit, entre 22h et 4h du matin, la consommation est encore de 100 kW.
Donc maintenant, la question c'est est-ce que cette consommation est justifiée? Donc on va sur place, on discute avec les personnes sur place pour essayer de justifier ces 100 kW. Donc on a vu qu'on a la ventilation qui consomme environ 10 kW, l'air comprimé peut-être un tout petit peu plus, peut-être 20-30 kW, et la production de machines restantes qui fonctionnent 24/24 qui consomment 30 à 40 kW. Donc il reste plus que 20 à 30 kW qui ne sont pas explicables. Donc c'est pas si mal finalement. Mais justement, dans ces consommations pas explicables, on peut trouver des choses assez intéressantes. Par exemple, sur un autre site horloger, on a vu qu'un humidificateur électrique consommait 15 kW en continu, alors que la nuit n'était vraiment pas utilisé. Donc là, il a suffi d'arrêter la nuit ce consommateur électrique. Voilà, on peut encore faire beaucoup plus de choses, mais on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Mais déjà, avec la courbe de charge 15 minutes, on peut déjà faire pas mal de choses. Nous avons vu ensemble les consommations d'énergie les plus accessibles en fonction du temps. Nous allons maintenant prendre le dernier mois et analyser ce qui se cache derrière ces consommations globales. Nous voyons ici se développer un diagramme de Sankey qui illustre les différents flux d'énergie. Ces données peuvent être identifiées grâce à des sous-compteurs. Notez, ce diagramme est simplifié, donc physiquement il y a 2-3 trucs qui ne sont pas complètement corrects. Mais passons. Dans cette partie-là, je vous montre quel est l'intérêt d'une cartographie énergétique et expliquer comment comment créer un plan de comptage. Quel est le but d'une cartographie énergétique? Le but premier, finalement, c'est de définir par où passent les flux énergétiques. Ce qui va nous aider à identifier les consommateurs importants, par exemple pour cibler les mesures, pour voir sur quels consommateurs nous allons passer plus de temps pour essayer de trouver des mesures pertinentes. Ça va nous permettre de détecter des consommations inutiles, consommation de veille typiquement, d'identifier du coup des mesures d'optimisation et aussi de les calculer plus précisément qu'avec un simple audit normal. C'est ce qu'on a fait dans ce projet pilote de l'OFEN, c'est ce genre de cartographie énergétique. Avant de faire cette cartographie, ce qui est très important, la partie principale, c'est de faire un plan de comptage. C'est vraiment essentiel, il faut bien réfléchir, se poser la question, quelles valeurs sont pertinentes, utiles, à quoi sert chaque donnée. Il faut vraiment éviter de faire des cimetières de données, c'est-à-dire qu'on collecte plein de données qui ne sont finalement plus du tout utilisées. Il y a plusieurs ingrédients pour un bon plan de comptage. Par exemple, on peut commencer par les grands consommateurs. On peut toujours après mettre des sous-compteurs plus tard, mais commencer par les grands consommateurs. Pour les identifier, on peut par exemple voir simplement la plaquette ou estimer les temps de fonctionnement. On peut aussi optimiser le ratio coût-utilité. Il faut optimiser le ratio coût-utilité de chaque mesurage finalement. On dit en gros qu'on aimerait bien expliquer 80% de la consommation. On peut aussi essayer de cibler plutôt les consommateurs critiques. On aimerait peut-être mettre des alarmes parce qu'ils sont critiques pour la production. Aussi, plutôt cibler les consommateurs avec des potentiels d'optimisation. Si on a un consommateur, quelque chose qui tourne tout le temps, qui consomme beaucoup, mais où il n'y a aucune mesure d'amélioration, on ne va peut-être pas le suivre pendant 5 ans de suite, juste pour avoir une consommation constante de 100 kW, parce que rien ne peut être influencé. Les facteurs d'influence, aussi quelque chose qu'on peut mesurer, on verra ça plus tard. Ce qui compte aussi, c'est s'il existe des sources de données déjà existantes, comme des GTC ou des compteurs qu'on pourrait intégrer facilement finalement. La topologie, où se trouvent les tableaux électriques, où se trouvent les départs électriques, de chaleur, de froid, etc., joue aussi un rôle. On peut aussi différencier les mesures ponctuelles. Par exemple, dans ce projet pilote de l'OFEN, nous avions certains compteurs qui étaient fixes et d'autres compteurs qu'on bougeait semaine par semaine sur différents consommateurs pour avoir une vision d'ensemble des différents flux d'énergie. Et finalement, le budget joue aussi un rôle. Alors maintenant, on a vu le plan de comptage. Maintenant, on va voir plutôt du côté technique quels sont les instruments, comment acquisitionner ces données. Il y a plusieurs types de données. On a le courant électrique, on a la puissance électrique, la chaleur, le débit volumique, la température, l'humidité, la qualité de l'air, les nombres de pièces, des valeurs de consignes, plein de types de données qu'on peut mesurer. J'ai regroupé ces sources de données en 4 différentes catégories finalement. Les senseurs qui font partie de la solution de monitoring, comme des pinces ampères-métriques, des compteurs d'énergie, des thermomètres, etc. L'acquisition de données de senseurs existants, qu'on connecte par des protocoles connus comme du MBus, du Modbus ou des entrées analogiques 80 milli ou 0,1 volt, ce genre de choses. Finalement, le transfert de données depuis des GTC, il arrive de plus en plus souvent que des GTC mesurent déjà plusieurs données,
donc ces données peuvent aussi être transférées par divers protocoles sur notre plateforme de monitoring. Et finalement, les entrées manuelles, par exemple un nombre de pièces par jour, une valeur de consigne qui est entrée à la main sur une plateforme de monitoring par un opérateur, par exemple tous les jours ou toutes les semaines si on n'arrive pas à automatiser cette étape. J'aimerais juste encore passer un peu plus de temps sur les senseurs d'électricité. Il existe deux types principaux de senseurs. Les pinces ampérimétriques qui sont très simples à installer, qui sont non intrusifs. On met juste cette pince en dessus du câble qui a aussi meilleur marché. Par contre, ils ne mesurent pas la tension, donc on fait une erreur du COSFI, ce qui signifie suivant comment des erreurs importantes. Par exemple, pour un compresseur d'air comprimé qui tourne à vide, on peut aller jusqu'à 50% d'erreur si on ne prend pas en compte le COSFI. Par contre, pour savoir si des machines sont en fonction ou pas, ce genre de pince ampérimétrique fonctionne très très bien. C'est surtout ce genre de senseur qu'on a utilisé pour le projet pilote Ofen de monitoring. Ensuite, on a les compteurs d'énergie standards qui mesurent la tension quand une précision plus élevée. Et ils sont souvent un peu plus chers et intrusifs car il faut les connecter à la tension. Voilà encore pour un petit exemple de topologie de ce genre de système de monitoring qu'on a utilisé. On a en haut l'armoire électrique avec des consommateurs qui sont mesurés avec une pince ampérimétrique, par exemple un ventilateur, d'air comprimé, une machine. Ensuite, nous avions déjà des compteurs de chaleur existants et un compteur électrique existant qu'on concentre avec le protocole Modbus sur un concentrateur qui faisait partie de ce système de monitoring. On a aussi ajouté quelques senseurs de température et humidité et un débitmètre qui est accroché avec un signal 80 mA qui est aussi concentré après dans une des boîtes du système de monitoring. Toutes ces boîtes qu'on voit ici communiquent via le réseau LoRa qui permet de quand même avoir une portée relativement importante. Normalement, un concentrateur LoRa suffit par usine, suivant comment si l'usine est très loin et que les murs sont épais, il en faut deux, mais la portée est plus élevée par exemple que le Wi-Fi, beaucoup plus élevée. Donc toutes ces données sont concentrées sur le concentrateur LoRa qui est connecté à Ethernet, qui envoie ces données sur le cloud, d'où ces données peuvent être analysées et visualisées par l'opérateur ou par l'ingénieur. Il existe bien sûr d'autres configurations. Vous pouvez avoir les données qui sont chez vous, qui sont locales, si vous pensez que ces données sont sensibles. Je vais vous montrer deux exemples maintenant d'optimisation grâce à justement cette cartographie énergétique. Voilà. Alors, les machines de production représentent souvent une grande part de la consommation électrique. Typiquement, ces machines de production, surtout par exemple les CNC, ont une puissance électrique en veille relativement importante, qui fait 20 à 70% de la puissance de charge. Ces éléments de veille ne sont pas forcément pris en compte parce que soit l'information manque, les gens ne sont pas conscients, ou par peur de perdre les réglages, de perdre les informations qui sont stockées dans la mémoire, ou que ça la perturbe ou allonge le redémarrage. Donc là, on a mesuré une CNC en continu sur une semaine. Donc on voit que les week-ends et la nuit, alors que la machine n'est pas utilisée, elle consomme encore 5 kW en veille. Donc si on arrivait à arrêter ces 5 kW, ou peut-être les descendre à 1 kW pour juste garder l'électronique, on gagnerait environ 15 000 kWh par an. Alors c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, surtout dans les vieilles machines, des fois, pour garder la méthode, la mémoire, il n'y a pas d'autre solution. Par contre, dans ce cas-ci, en dialoguant avec l'opérateur et le fabricant, on a pu trouver qu'en modifiant légèrement la commande de mémoire pour environ 1000 francs, on arrivait à arrêter cette machine quasiment complètement. Ce qui signifie 15 000 kWh d'économie et 2000 francs d'économie. Donc des temps de retour d'un peu en dessus de 2,3 années. Pour ce genre de machine CNC, si vous faites l'analyse, n'oubliez pas non plus l'air comprimé ou la consommation de froid qui peut aussi être relativement importante en veille. Un autre exemple, maintenant dans une industrie qui est active dans la microtechnique, c'est un groupe froid. On voit ici la puissance électrique du groupe froid en fonction de la température extérieure et ici de la même puissance en fonction du temps. On a une signature énergétique. Donc ce qu'on fait d'abord, on va essayer de comprendre ce qui se passe avec ces données. Donc par exemple, ici, cet amas de points qui est un peu en dehors, qui est une espèce de surconsommation, on va essayer de comprendre d'où ça vient. Là, on voit que c'est surtout fin de l'année 2018. Donc, pour vérifier ça, on va essayer de juste sélectionner ces points de fin de l'année. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Voilà.
Et on va voir qu'effectivement, la majorité de ces points proviennent de cette période-là. On va encore regarder juste en janvier, après coup, pour voir ce qui se passe avec ces points-là. Là, on voit qu'il y a beaucoup moins de ces déviations. Donc, une fois qu'on a analysé les données, ce qui est aussi très important, c'est de comprendre le contexte, ce qu'il y a derrière. Juste les données on n'a pas toute l'histoire. Il faut savoir qu'est-ce qui est derrière, quels sont les réglages, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Par exemple, dans ce cas-là, on pourrait dire, ah ben, tiens, cette machine a du free cooling, c'est pour ça qu'à 5 degrés, normalement, la consommation arrive quasiment à zéro, à part justement en fin d'année, en fin novembre et tout début janvier, où la consommation était plus élevée. Donc, avec l'hypothèse qu'on arrive à baisser ces points aussi à zéro, on pourrait économiser environ 5000 kWh par année, juste en modifiant la consigne. Voilà. Après la cartographie, ces données sont utiles sur la durée. Donc on arrive au suivi énergétique. Là, on a vu des données sur une période relativement courte. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire sur la durée. Comme déjà dit, certains consommateurs, il est très intéressant de les suivre sur la durée pour éviter les surconsommations. Donc, quel est l'objectif du suivi? C'est d'abord de surveiller le bon fonctionnement des installations, d'éviter les surconsommations d'énergie et aussi de prévenir les arrêts de production dus à des pannes, car on arrive à les détecter déjà avant. Donc, on définit un indicateur et si cet indicateur dépasse une certaine limite, une alarme est donnée et on peut agir du côté de l'exploitant. Alors, ces indicateurs de performance énergétique qui sont nécessaires lors d'une démarche de management de l'énergie ISO 50001 peuvent être de différentes natures. Par exemple, le besoin de chauffage par degré jour unifié, le besoin de chauffage par mètre carré, le coefficient de performance chaud pour une pompe à chaleur, par exemple, ou le coefficient de performance d'un coupe froid. Ça peut être le degré de récupération de chaleur. Toujours bien vérifier les récupérations de chaleur. On voit quand même beaucoup de récupérations qui ne marchent pas à 100%. Et aussi, par exemple, une consommation électrique en fonction du nombre de pièces. Je vais vous montrer un exemple. On a ici, c'est aussi un horloger, je crois, qui avait des salles blanches. C'est une consommation électrique. Non, c'est de l'énergie froide, c'est du froid, ventilation et process. Ventilation en bleu et process en orange. Donc on voit que la ventilation varie en fonction des journées. Quand il fait chaud la journée, c'est juste avant les vacances d'été. Donc on le voit après, à partir du 28 juillet, c'est les vacances. On voit quand il fait plus chaud dehors, la demande en froid, ventilation augmente. Le froid process ici est relativement constant, car ce sont des machines qui tournent en continu. On a la ligne noire qui nous montre la consommation électrique des groupes froids. Donc en faisant le ratio, la division, on peut calculer un COP froid qu'on voit ici en dessous. Donc on voit que le COP varie entre 2,5 et 3. Le COP est aussi un peu plus mauvais en journée généralement parce qu'il fait plus chaud dehors, donc un delta T plus important. Donc si on veut surveiller cette installation de froid, on peut mettre une limite par exemple à un COP de 2. Et dès que la valeur du COP arrive à cette limite, une alarme est envoyée et on peut aller sur place pour voir s'il y a un souci, s'il y a quelque chose qui est encrassé ou si un réglage a été changé, n'importe quoi. Donc ça c'est un exemple d'indicateur de performance énergétique. Donc ça c'était plus ou moins des alarmes relativement simples. On peut avoir des alarmes un peu plus compliquées. Par exemple, il existe par exemple typiquement une consommation de chauffage. La consommation de chauffage dépend de la température extérieure et aussi d'autres facteurs. Donc là, alors avec les degrés jour, on peut plus ou moins contrôler, mais si d'autres facteurs influencent aussi, ça devient plus compliqué. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on simule, grâce à des facteurs d'influence, une consommation synthétique d'énergie qu'on va ensuite comparer aux besoins effectifs de chauffage. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Par exemple, nous avons ici de nouveau une consommation de froid pour la climatisation. Entre août et fin de l'année 2019. Donc maintenant, on va essayer de créer un modèle. Donc on se dit, qu'est-ce qui influence le froid climatique? D'abord, c'est la température. Donc, par exemple, pour commencer, là, on a une signature énergétique. On a en axe des Y la puissance, en kilowatts froid, et la température extérieure. Donc on voit qu'il y a une certaine... c'est pas tout à fait linéaire, mais on peut se dire, on a quelque chose comme ça, à partir de 7 degrés environ, le besoin augmente statistiquement. Donc avec ça, on peut construire un modèle linéaire. Donc là, on a pris la température extérieure moins 7 degrés quand la température est en dessus de 7. Autrement, ce facteur est à 0. Donc là, la ligne bleue montre ce modèle. Donc là, on voit que ce n'est pas encore
optimale. On a encore une erreur moyenne standard, root mean square error, d'environ 170 kWh par jour. Donc, comment on pourrait faire mieux? On voit typiquement à la fin de l'année que les week-ends, il n'y a quasiment plus de besoin de froid. Donc, on se dit, ah bah tiens, quand la production est arrêtée le week-end, la consommation de froid est aussi réduite. Qu'est-ce qui pourrait refléter ça? Par exemple, la consommation énergétique du site. Donc, on va prendre ce deuxième facteur et là, tout de suite, on devient beaucoup plus précis. On n'a plus qu'une erreur de 100 kWh par jour. On suit beaucoup plus précisément, le modèle suit beaucoup plus précisément la consommation réelle. Et finalement, on peut se dire que peut-être l'ensoleillement, l'irradiance joue aussi un rôle. Et là, on est encore un tout petit peu plus précis. Donc, je vais juste vous résumer quelle est la méthodologie finalement. On a une consommation Y qu'on aimerait simuler d'une manière synthétique. Donc, la première étape à faire, c'est trouver les facteurs d'influence. Alors, ce n'est pas une étape très facile, parce que certains facteurs d'influence ne sont pas mesurés, et certains n'ont quasiment pas d'influence, d'autres ont beaucoup d'influence. Donc là, il faut un peu comprendre ce qui se passe derrière, comprendre le procédé, comprendre la consommation énergétique du site. Une fois qu'on a trouvé ces facteurs d'influence, on va trouver la fonction f qui va nous donner justement y, cette consommation électrique. Donc ça peut se faire par une régression linéaire, une régression polynomiale, des réseaux de neurones ou toute autre fonction finalement. Une fois qu'on a ce modèle, ensuite, alors ce modèle c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a vu dans les slides précédents. Donc une fois qu'on a ce modèle, ensuite, l'année suivante, à chaque pas de temps, on peut surveiller la différence entre la consommation simulée et la consommation réelle. Et dès que cet écart est trop important, on peut de nouveau envoyer une alerte parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne peut-être pas très bien et il faut peut-être faire quelque chose. Voilà. Donc, on peut vraiment détecter des surconsommations un peu plus complexes grâce à ce genre de technique. Mais on peut aussi, d'un autre côté, avec cette technique, estimer les économies dues à l'implémentation d'une mesure. Typiquement, c'est ce qu'on voit ici, le 15 septembre, on a par exemple baissé la consigne de froid pour la climatisation. Donc, on fait la différence entre la ligne réelle, la ligne verte, et le modèle, la ligne bleue. Et tout ce qui est en dessous de toute cette partie verte, cette partie verte ici, l'économie, finalement, si on intègre ça, ça nous donne l'économie réelle grâce à cette mesure. C'est ce qui est utilisé par exemple avec le protocole IPMVP ou qui peut être utilisé pour faire des contrats de performance énergétique. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Finalement, pour conclure, le monitoring, c'est ce qu'on a vu, notre expérience, permet à moindre coût d'identifier ces low-hanging fruits, comme on les appelle. C'est des mesures d'économie d'énergie relativement faciles, c'est souvent des réglages, des consignes qu'il faut adapter, et ainsi des économies financières énergétiques importantes avec un investissement relativement bas. Ce qui est très important, c'est un bon plan de comptage, c'est d'analyser ces données avec les informations du terrain, juste les données c'est trop pauvre, il faut aussi connaître ce qui se passe, discuter avec les gens sur place ou avec les constructeurs des machines. Et bien sûr, grâce au plan de comptage, on aura une bonne cartographie énergétique. Et finalement, à la fin, aussi avoir un suivi cohérent des indicateurs de performance qui sont pertinents, avec juste des indicateurs simples, des alarmes ou des facteurs d'influence. Voilà, je profite juste encore pour faire de la pub pour les prochains webinaires. Si vous voulez savoir quelles installations, des temps de retour autour de 5-6 ans, n'hésitez pas à écouter le webinaire de mon collègue Yannick Sauter le 16 juin. Il y aura aussi une discussion sur les aspects financiers le 30 juin et l'optimisation des réglages pour le chauffage et la ventilation le 14 juillet.